Bon, salut à tous. Salut, Salut. Salut Virgile. Alors, quand j'ai commencé avec Fruitstock, je me demandais qui gère Fruitstock. Est-ce vraiment une entreprise digne de confiance? J'ai des doutes. Et depuis ce moment, je suis passé de curieux à convaincu. Maintenant, je commande près de, je peux commander jusqu'à 4 palettes par mois pour mes activités professionnelles et personnelles. Et Fruitstock est devenu mon coup de cœur 2024. Donc, dans les coulisses, j'ai vu la qualité de toute la chaîne, des petites fermes. Je suis allé en Andalousie voir ce qui se passait. Et en passant par l'engagement sincère des trois associés, Anthony, Dany et Émilie. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on partage à nos communautés ce genre d'échange authentique qu'on a eu en privé. Vous aviez aussi eu cette envie, alors on est là pour le faire. Ouais, on s'est lancé dans le bain de quelque chose qu'on n'a jamais trop fait, de parler directement comme ça à la communauté. Mais c'était une belle occasion parce que tu nous y as invités. Donc déjà, merci pour l'initiative. Et le projet de Frustock a quand même certaines particularités. Et vu de l'extérieur, comme tu le disais, c'est pas facile de connaître tous les rouages. Et en privé, notamment Émilie, qui est toujours au contact avec les membres de la communauté, elle répond souvent aux mêmes questions pour tous les nouveaux adhérents qui arrivent. Et donc là, on s'est dit que c'était vraiment une belle opportunité d'essayer de démystifier ce que Frustock fait et son fonctionnement. Et puis essayer de partager un peu aux gens d'où on vient et là où on voudrait aller. Donc là, en ayant discuté avec toi, Virgile, on s'est dit qu'un petit plan comme au lycée avant serait pas mal. Donc on va se faire trois grandes parties. Tout d'abord, on va commencer avec ce qui nous anime dans le projet Frustock, ce qui nous a animés et le futur qui nous anime. Deuxième partie, un peu plus les coulisses pour que les gens se rendent compte de quels sont les rouages et les difficultés auxquelles on fait face. Et puis à la fin, un petit FAQ, foire aux questions, pour essayer de répondre un peu aux questions qu'on reçoit le plus souvent. Voilà. Merci. Donc moi, je vais faire l'intervieweur. Quelle est l'histoire de Frustock, la genèse, et quelle est la mission qui vous anime? Tous les trois, on a un point commun, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, on est tombé, je pense déjà, on s'est questionné un peu sur la santé. Rapidement, ça tourne autour de l'alimentation. Ah, on vient de perdre notre ami Dany, mais bon, je vais continuer, il va sûrement revenir. Et je pense que chacun de notre côté, on s'est intéressé à l'alimentation et surtout manger plus de fruits, essayer d'apporter beaucoup plus de nutriments dans notre alimentation. Et on est tous les trois tombés, donc on ne se connaissait pas, aucun d'entre nous, on est tous les trois tombés sur les réseaux sociaux, tour à tour, sur des posts d'Alexandre Fraise, qui, fin 2019, essayait voilà, de lancer un projet parce qu'il avait découvert la puissance des fruits. Et notamment, il avait goûté des fruits qui venaient du sud de l'Andalousie, d'un producteur qui était exceptionnel lors d'un stage. Et quand il a goûté à ces fruits-là, il a dit, mais moi j'en veux toute l'année. Et donc, il a tenté l'aventure de commander pour lui-même, mais il fallait une certaine quantité pour que ce soit livré. Et donc, il a commencé à poster sur les réseaux sociaux en disant, voilà, j'ai commandé X centaines de kilos de mangue et sur un groupe Facebook qui, je crois, était Vivons Cru. Il avait donc posté des annonces en disant, voilà, je suis dans le sud-ouest de la France, à tel endroit, si vous voulez venir voir des fruits, venez me voir. Et donc, je suis tombé dessus, Dany, Émilie aussi. Et lui, donc, il a lancé cette auto-entreprise qui, à l'époque, s'appelait Les Fruits du Soleil. Et donc, on était tous les trois clients. On a été ce qu'on appelle aujourd'hui un responsable de groupe, c'est-à-dire que
on recevait de la part d'Alexandre un catalogue avec l'offre des fruits. Et nous, notre mission, c'était d'essayer de trouver des gens autour de chez nous pour pouvoir tous commander en commun et réussir à atteindre un minimum de commandes qui était de 70-100 kilos, afin que les fruits arrivent avec un tarif préférentiel. Et je crois que tous les trois, ça a un peu changé notre vie parce que, alors déjà, on a trouvé des fruits dont le goût était j'avais jamais goûté, par exemple, je mangeais vraiment pas beaucoup de mangue avant. Et là, vraiment, c'était le changement, ou même des fruits que j'avais toujours boudés. Et là, d'un coup, on retrouve voilà, le vrai goût de. On se dit qu'une banane n'est pas forcément une banane si on l'achète à Lidl devant le petit truc de promo à 90 centimes le kilo. Et un fruit qui est resté à maturité sur l'arbre. Donc il y avait cette composante-là, et puis surtout, moi, autour de chez moi, ça m'a permis de faire énormément de connaissances et de tisser des liens avec toutes les personnes qui commandaient avec moi, et on a pu échanger sur pas mal de choses. Et donc c'est cette qualité des fruits et c'est le lien social, je pense, qui nous a vraiment touché chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, on a commencé à donner de notre temps. On avait chacun des vies professionnelles. On a commencé à donner de notre temps libre pour aider ce projet, pour aider Alexandre. Et puis c'est devenu de plus en plus important, une part importante dans nos vies. Puis le projet grandissait, ça répondait certainement aussi à un besoin des gens, notamment tout ça, ça s'est passé durant les périodes de Covid et de confinement où le lien social était vraiment réduit à néant pour certaines personnes. Et dans toute cette année 2020, bah, tous les trois, on a cheminé, on a donné du temps à ce projet et chacun, on a percuté que voilà, faire quelque chose qui nous anime, à laquelle on a foi, ça peut changer la vie. Et c'est pour ça que fin 2020, on a tous les trois prise la décision de quitter nos travails respectifs et de rejoindre Alexandre dans son aventure. Et c'est comme ça que en janvier 2021, officiellement, la SARL Frustock a été créée. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir aussi quels sont les piliers alors de la démarche de Fruitstock? Alors, un des piliers, et je pense ce qui nous a au début fait nous-mêmes en tant que clients, euh, continuer à rester chez tout d'abord les fruits du soleil puis les fruits de stock, c'était la différence qu'on pouvait avoir sur les goûts des fruits et surtout des variétés aussi qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs, en tout cas pas dans les grandes surfaces. Et on sait que quand on commence un peu à dire, voilà, j'aimerais vraiment manger majoritairement des fruits et légumes dans mon alimentation, eh bien, manger le même avocat tout le temps, les mêmes mangues, etc., ça peut vite être contraignant. Et puis surtout, on fait beaucoup de recettes, on cherche des recettes pour assaisonner, pour essayer de donner un goût à parfois des aliments, des fruits qui sont pauvres en saveur, en nutriments. Et là, vraiment, ce qui a changé la vie, c'est que avec ces producteurs dans le sud de l'Andalousie, ils mettent un point d'honneur. Déjà, le terroir andalou est très, très fertile. Et ils mettent un point d'honneur à accueillir les fruits à maturité. Et ça change vraiment tout. Et là, voilà, moi, je sais que mes parents, par exemple, toute leur vie, je les ai vus ouvrir un avocat en deux, mettre la sauce salade dedans et la manger à la petite cuillère. Bah, depuis que, on a ces avocats-là d'Andalousie, on les mange juste sans rien. Ils se suffisent à eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment, il y a ça. Et puis surtout, défendre ce terroir andalou, parce qu'on sait que le sud de l'Espagne aura mauvaise publicité pour la partie d'Almeria avec cette mer de bâche enfin, qui est véridique.
mais toute l'Espagne en souffre. Et même voilà, ce petit terroir andalou sur la costa tropicale, où au contraire, ils essayent au maximum de faire du sol vivant, de l'agroforesterie et de laisser pousser vraiment les arbres qui deviennent. Enfin, était avec nous, Virgile, à un moment donné, et tu vois des avocatiers qui doivent faire au moins 5 mètres de haut. Enfin voilà, Ouais, qui n'ont pas besoin de rajouter de l'eau. Ils sont c'est suffisamment ça, grands ils pour. suffisent à eux-mêmes. Et puis voilà, avec le temps, la maturité, peut-être que en quantité sur un arbre, il y en a moins, mais dans l'assiette, on sent vraiment toute la différence. Donc ça, c'est vraiment un des piliers qu'on souhaite défendre. Ensuite, on a eu, donc quand on a trouvé ce producteur, il est vrai que nous, le tissu social qui pouvait être tissé autour de nos groupes d'achat était aussi très important. Et en face, on a vraiment un homme, un humain avec ses sentiments, avec ses convictions. Et c'est une relation totalement différente qu'on peut avoir avec d'autres. Enfin, moi, en ayant travaillé je sais pas, dans des grands groupes, il y a vraiment cette relation client-fournisseur qui est aseptisée et c'est beaucoup de garanties et puis on se sort les contrats, on se sort, etc. Et là, vraiment, on est très proche de notre producteur et surtout, je pense que C'est un lui, il échange. transpire ce qu'on vient d'évoquer pour les fruits et le partage et la volonté de les donner accessibles au plus de monde. Et à travers lui, on essaye aussi de le faire transpirer à la communauté. Il y a un vrai échange entre toutes les parties, en fait, de ceux qui produisent jusqu'à ceux qui consomment, et avec un vrai échange intime sur les convictions et sur ce qu'on souhaite in fine, et avec des retours concrets aussi des deux côtés, et pour essayer de trouver les meilleures réponses le plus possible. Donc voilà, donc c'est tout un travail humain de son côté à lui, parce que il produit lui-même différents fruits et légumes, mais il a aussi tout un réseau de petits producteurs ou aussi de personnes, on va dire, lambda qui ont des terres. Et c'est pour ça que, donc on parle beaucoup du bio, mais il existe le bio totalement intensif, hein. Enfin, moi, ce qui est le plus marquant, c'est les tomates ou les fraises hors sol bio qui n'ont aucun goût. On fait juste de la chimie pour essayer d'apporter des minéraux à la terre. Et là, on se retrouve avec des fruits d'exception parce que il y en a qui ont tout simplement pas de certification bio, mais en fait, ce qui se passe dans cette région, c'est que beaucoup de maisons, on appelle ça les fincas, et en fait, les personnes ont une maison alors c'est beaucoup dans des collines et en terrasse parce que c'est très vallonné. Mais en fait, deux familles, ils ont hérité de cette maison, ils y habitent, et en fait, ils ont plein de fruitiers, mais ces gens-là ont notre travail. Mais une fois dans l'année, il y en a tellement qu'ils les ramassent pour les vendre. Et avec tous ces petits contacts qu'il a, on a donc des arbres fruitiers qui sont juste laissés à eux-mêmes toute l'année. Personne ne s'en occupe. Et on sait que voilà, un fruit qui est soumis un peu à des épreuves, etc., il va donner une saveur particulière et être totalement différent que peut-être un fruit bio. Mais donc on lui met plein de nutriments et de produits qui sont labellisés bio, mais gorgés d'eau et sans saveur. Et donc ça aussi, c'est une richesse que notre producteur nous apporte avec vraiment ce tissu de petites familles avec des toutes petites productions qui peuvent de façon éphémère nous apporter des fruits vraiment d'exception. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu la chance que vous m'invitiez en Andalousie pour voir ce qui se passait. Et j'ai fait un petit reportage, mais il a beaucoup plu. Alors, on a reporté le reportage à février prochain. Et bientôt, tu reviens et Et on bientôt, je essaiera reviens. de finir la chose.
Et Voilà, malheureusement, j'y suis pas en Andalousie, mais ça faisait quasiment 2 ans et demi que j'y étais. Là, en France, l'hiver est premier hiver rude depuis 3 ans, mais là-bas, les fruits, ils ont le bon climat. Et donc voilà, et ouais, la dernière, vraiment, avec cette relation et les petits producteurs aussi, bah, le dernier pilier, c'est d'essayer, voilà, d'avoir le moins d'intermédiaires entre la personne qui produit et la personne qui consomme. Et donc, c'est pour ça que bah, les fruits, par exemple, directement produits par notre producteur sont directement envoyés chez les groupes et simplement les fruits qui sont achetés à d'autres petites familles, voilà, ils vont à 10 kilomètres, ils ramassent tout et ça part directement sur les palettes et ça arrive dans les groupes, dans nos groupes Fruit Stock à travers toute la France et la Belgique aussi. Ouais, c'est l'idée forte d'enlever ces intermédiaires à la fois de façon financière et, euh, et de façon réelle où les fruits n'ont pas besoin d'être stockés dans des chambres à gaz de mûrissement lent ou dans des frigos quelque part et où c'est directement de l'arbre au consommateur le plus vite possible, quoi. ouais, moi je peux en témoigner hein, parce que j'ai un magasin de fruits et donc j'ai plusieurs fournisseurs et je les ai comparés. J'ai comparé vos produits, j'ai aussi fait goûter vos produits à mes clients et à chaque dégustation, je vendrais sur les marchés ou dans mon magasin. Euh, il y avait un fossé entre même les produits bio et les vôtres. Ouais, donc, et je, En fait, je partage un ouais. petit truc aussi, c'est que quand je suis allé en Andalousie, j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de clients qui me disent que l'Espagne, c'est des mers de bâche, justement. Et en Andalousie, d'abord, c'est pas ça, mais en plus, c'est très vallonné, donc il n'y a pas vraiment l'espace pour faire des champs de culture. Et éventuellement, il y a des champs, mais c'est des champs de chirimoya, par exemple, des champs d'avocats. Et évidemment, il n'y a pas du tout de bâche sur les champs d'arbres. C'est assez magnifique. Alors, pour être plus précis, il y en a en Andalousie, c'est la plus grande région d'Espagne, mais c'est donc la région entre Malaga et Grenade, qui est la Costa tropicale, où là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Parce que, par exemple, moi, en passant par la route, Almeria et les Bâches, c'est à 3 heures, 3 heures et demie avant. Et donc, on voit pendant un moment ces grandes bâches. Et puis, d'un coup, dès qu'on arrive sur cette côte où est notre producteur, c'est vraiment des pas de doigts qui descendent de la Sierra Nevada, qui est une très grande montagne, plus de 3200 mètres, je crois, le pic. Et en fait, ça fait vraiment des pas de doigts qui vont jusqu'à la mer. Et comme tu le disais bien, c'est vraiment des terrains très escarpés. Et donc, c'est souvent de la culture en terrasse En et restant. c'est totalement derrière. Ouais. Bon, ça nous donne une bonne base de compréhension de qui vous êtes et ce que vous faites déjà. Et maintenant, on peut rentrer un peu plus aussi dans les coulisses de Fruitstock et voir un petit peu ce que puisque c'est un projet assez récent et donc vous êtes en train d'apprendre aussi beaucoup. Euh, et donc, quels sont les défis que vous rencontrez? Comment vous les surmontez? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Euh, bah, le premier défi qu'on a eu au tout départ, c'est un défi qui est plutôt sympa à gérer, hein, parce que on a dû répondre à une demande et il y a eu une forte croissance. Donc au tout début, bah, tout était manuel. Tout était vraiment manuel, que ce soit pour les commandes, pour les envoyer, et puis ensuite pour faire la facturation des clients. Parce que par exemple, avant, j'avais déjà eu une expérience de commander en groupé, mais par exemple, je commandais sur des sites des palettes et j'avançais l'argent, moi, et ensuite les gens venaient chercher chez moi et puis chacun me donnait sa part. Et donc, on a voulu vraiment enlever cette responsabilité chez Frustock au responsable de groupe, à la personne qui va recevoir la palette.
Et donc, quand on commande, c'est un tableur Excel où toutes les personnes d'un même groupe remplissent la commande au même endroit. Mais ensuite, la responsabilité du responsable de groupe est seulement de réceptionner la palette avec la marchandise, de faire les petits cartons pour tout le monde. Il reçoit un bon de livraison où on voit, voilà, pour Émilie, il y a une caisse de banane, une caisse d'orange, pour Dany, une caisse d'avocat, etc. Et vraiment, on le déleste de toute la partie justement d'avancer de l'argent ou de voir si les gens ont payé, etc. Et donc tout ça, au début, c'était énormément de taper à la main dans des tableaux Excel. Donc on a eu une première phase vraiment où il a fallu faire des outils maison parce que notre fonctionnement de commander en groupé est quand même n'est pas répandu. Donc, il n'existe pas de solution toute faite actuellement, que ce soit site web ou autre, pour simplifier. Donc, voilà. Donc, on a dû faire des petits outils d'automatisation maison pour essayer de gagner du temps. Après, le deuxième défi, c'est d'exister aussi hein, aux yeux des gens, parce qu'avoir des super produits, c'est bien, mais si personne, si ça n'arrive pas à l'oreille des gens, c'est pas facile. Donc là, il y a eu tout. Donc nous, principalement, on s'est développé sur le réseau social Facebook. Donc là, voilà, c'était essayer d'exister, faire des publications, faire du contenu qui attire les gens, mais qui leur sert aussi, pas simplement balancer des photos pour ça, mais on avait voilà, essayé de faire des articles qui apportent aux gens, que ce soit sur l'alimentation, mais aussi les échanges humains. Donc avec l'aide de certains modérateurs bénévoles, on a pu organiser une communauté et donc on a historiquement un groupe fermé qui s'appelle Frustock Communauté avec plus de 10 000 membres sur Facebook. Donc ça aussi, c'est du temps, faire de la modération, essayer de répondre aux gens. On essaie au maximum d'être proche des membres pour répondre le plus rapidement possible et essayer voilà, de tisser aussi des liens euh, qui sont, on va dire, différents d'une simple relation client-fournisseur habituel. Euh, et, euh, et ces dernières années, depuis 1 à 2 ans, un des grands défis qu'on a, c'est la logistique. C'est réussir à faire donc partir les palettes depuis l'Andalousie jusque chez les responsables de groupe. Et donc là, principalement, voilà, comme les gens le voient, hein, quand ils vont à la pompe à essence, tout a augmenté. Donc, essayer de garder les coûts de transport les plus bas possibles pour que les fruits restent abordables. C'est un de nos grands défis depuis ces 2 dernières années, ainsi que j'ai l'impression que Frostock, des fois, un- on est un peu comme, je sais pas si tu vois, des fois on voit les reportages où le petit épicier, en fait, il y a des villages perdus dans la montagne où ils n'ont aucun petit supermarché, et puis il y a un gars qui fait des milliers de kilomètres par semaine pour aller amener les épiceries à tout le monde. Et nous, en fait, on a énormément de groupes où justement les gens sont un peu enfin, le moindre Biocoop ou quelque chose, ils doivent faire 1 kilo, ils doivent faire une demi-heure de route ou plus. Donc ça, c'est aussi un défi parce que voilà, les transporteurs, c'est des gros camions et il faut se battre et jouer des groupes et jouer des coudes, pardon, pour essayer de faire livrer des petits villages qui sont pas forcément accessibles. Et sur ça, on a vraiment dû se transformer parce qu'au tout départ, on arrivait à tout gérer avec un seul transporteur, mais qui a rapidement, au bout d'1 an, 1 an et demi, montré ses limites. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait en logistique pour, multiplier les transporteurs afin d'envoyer les fruits
dans les meilleures conditions, dans le plus d'endroits possibles en France et en Belgique. Et le plus Et, vite possible. pardon. Et le plus vite possible aussi, Et qu'il passe le justement, moins de voilà, temps le plus possible sur les vite routes. possible, parce que une des qualités, c'est que les fruits restent le plus longtemps possible sur l'arbre et qu'ils soient cueillis à maturité, ce qui implique que voilà, c'est pas comme une mangue qui arrive par bateau d'Amérique latine, on les cueille super vertes, elles font 2 mois de bateau, elles arrivent, après on met dans des chambres de maturation, etc. Mais ça perd tout son goût. Donc là, quand le fruit est bien maturé, bah, il faut qu'il arrive dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible dans les groupes, parce que parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir garder 2 mois. Et donc voilà, donc on a appris de nos erreurs et puis voilà, on essaye de faire sensibiliser aussi les responsables de groupe et les groupes, donc les conseillers. Voilà, il y a tout un travail qui est fait par la logistique, notre service logistique, pour ce qu'on appelle des plans de transport. C'est-à-dire, voilà, vous habitez à tel endroit, vous êtes livrable tel jour et tel jour, et nous, on vous dit, le meilleur jour pour vous, c'est de commander tel jour, car ça arrive, le temps de transport sera seulement de 3 jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et qui a porté ses fruits, parce que quand on laissait les gens décider de quel jour ils commandent, des fois il y avait 6 7 jours de transport, et on voyait que certains fruits ou légumes fragiles, comme les concombres, supportaient pas du tout autant de transport à passer d'un quai à l'autre, du chaud au froid, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a amélioré aussi la qualité des fruits. Voilà, je Donc pense voilà, je sais pas si on les m'entend. défis majeurs qu'on Si, a. Ouais. Dany. Ouais. C'était les défis, la logistique, c'est ça? Si Ouais. j'ai bien suivi Ouais. de loin. Ok. Tu veux Il y avait des rajouter petits quelque problèmes de chose? connexion. Oh, Bah, j'ai pas suivi, donc oui. je pense qu'il a tout dit. Ouais. Alors Et, simplement, si on relance, c'est parce que Dany est justement dans la plupart de son temps est distribué entre la logistique et l'administratif. et on va rentrer sur ce sujet de vos compétences distinctes. Parce que je pense qu'il y a un autre défi quand même, c'est que moi j'ai aussi à mon niveau, c'est d'éduquer et d'expliquer et d'informer les gens par rapport à la réalité aussi d'un producteur de fruits, des greffes, des variétés anciennes, du terroir, de la nutrition. Donc ça aussi, ça a été j'imagine que c'est un de vos défis, c'est d'expliquer, c'est de réussir à informer aussi que vous avez des produits euh, de petits producteurs et donc que c'est pas standardisé. Bah, en fait, c'est ça, c'est que quand tu commences à consommer en grosse partie fruits stock, tu te rends compte, même nous individuellement, c'est une autre manière de consommer, c'est une autre manière. Alors les fruits, on essaye qu'ils passent le moins longtemps possible, le plus longtemps possible sur l'arbre, le moins longtemps possible dans des camions ou dans des transports, mais ils ont quand même fait quelques jours de transport réfrigéré. Et il y a ça à prendre en compte. Et en fait, la façon dont toi derrière, comment tu vas le conserver, à quel moment tu vas le manger, à quel moment tu vas le mettre au frigo, ou pas, etc., bah, ça conditionne finalement aussi beaucoup la qualité de ce que tu vas avoir au niveau du goût, au niveau de l'aspect, au niveau de plein de choses. Et ça, c'est vrai que c'est une façon différente de faire, surtout avec des fruits ben, qui ont reçu aucun traitement, qui sont de façon très, très naturelle. Euh, c'est pas forcément évident. En fait, on réapprend. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut réapprendre, qu'il faut expérimenter. Alors nous, on essaye d'expliquer quand quelqu'un dit ah j'ai reçu ça, mais c'est tout pourri parce que c'est trop dur ou et attention, comment t'as fait? Est-ce que tu l'as mis au chaud? Est-ce que tu l'as mis au froid? Est-ce que ta maison est humide? Parce que ça peut jouer. Donc on essaye de justement d'expliquer un peu, de donner des tips qui sont venus de nos expériences personnelles, hein, finalement, par des règles un peu générales pour aider, pour éviter ces premiers couacs où tu expérimentes et forcément quand tu expérimentes, on l'a tous fait pour tout un tas de trucs, bah,
tu te casses un peu des fois les dents sur des choses où tu peux perdre un peu, ou tu peux ouvrir des avocats alors qu'en fait ils sont pas mûrs et qu'il aurait fallu attendre. Enfin, ils sont pas prêts à être à manger. Ils ont passé suffisamment de temps sur l'arbre pour autant, on peut pas s'amuser à envoyer des avocats déjà prêts à manger, sinon tout finirait en guacamole déjà dans les camions. Donc on est obligé d'attendre de les envoyer quand ils sont encore durs. Et après, c'est à celui qui va les manger de savoir, de détecter le bon moment, le bon comportement pour arriver à les amener au moment où il faut les manger et de détecter le bon moment où il faut les manger ou où il les met au frigo s'il peut pas tout manger d'un coup. Parce que ça se gère très très bien, on arrive à les conserver. Après, quand on a l'habitude, on arrive très très bien à vraiment pas faire de gâchis et à vraiment conserver certains produits très longtemps. Il y en a d'autres moins, des produits fragiles moins. Mais les avocats, les mangues, on arrive quand même à les garder assez longtemps. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre, il faut passer par cette phase d'apprentissage de quand est-ce que le fruit est prêt à être mis au frigo ou quand est-ce que, par exemple, l'avocat Fuerte, il est mis au frigo un peu avant le moment où je le mangerai. Parce que si je le mets au frigo comme si je le mangerais, ben, au frigo, il va un peu se liquéfier, il va pas se garder bien longtemps. Donc ça, c'est tout des petits trucs. Globalement, nos agrumes, il faut les conserver au frigo dès qu'ils arrivent parce que bah, ils sont restés très longtemps sur les arbres. Ils ont déjà fait quelques jours de froid et ils supportent pas derrière d'être au chaud, surtout s'il y a un peu d'humidité, ils vont s'abîmer. Alors qu'au frigo, ils vont quasiment pas broncher. Donc voilà, ça c'est tout des tips, c'est pas évident. Et puis il y a aussi ben que on est sur des fruits différents de ce que beaucoup de gens ont l'habitude et que des fois, et on n'est pas à l'intérieur des fruits. Et des fois, il va y avoir des phénomènes un peu bizarres où on n'a pas l'habitude, où il va y avoir des petits habitants dans les fruits, ce qui arrive aussi. Et voilà. Donc pour tous ces problèmes, on essaye de beaucoup expliquer on va créer à l'avenir plein de supports pour essayer de beaucoup expliquer pour aider à ce que ça se passe le mieux possible. Et puis on a aussi un service SAV et quand il y a un souci, parce qu'en effet, bah, des fois là cette année par exemple pour les grenades, il y a eu beaucoup d'eau au mauvais moment. Et des fois, on tombe sur des mauvaises séries et on peut pas le savoir à l'avance, quoi. Donc, à ce sujet, on a un SAV avec des photos, on rembourse. On essaye aussi d'expliquer, mais c'est vrai que c'est un gros défi majeur, ça, pour les gens et pour nous. Après, généralement, ce qui se passe pour les personnes qui arrivent comme ça, c'est c'est l'effet les fruits, légumes de grande surface. C'est-à-dire, ils sont pas parfaitement ronds, etc. Et nous, on a remis au goût du jour les fruits moches. Ils sont bien, ils sont moches dehors, ils sont très bons, ils Ouais. sont très beaux dedans. Donc, des fois, il y a simplement des barrières comme ça où tu as un fruit, ben voilà, il a des imperfections esthétiques, mais il a un goût de fou, quoi. Donc voilà. Des fois, dans Et les premières commandes, quand la personne vient de but en blanc, on est un peu stoppé à cela, mais quand on arrive à discuter avec et dire juste goûte-les, après tu nous dis si vraiment il y a un problème ou quoi. Mais une bonne partie du temps, c'est ah ben oui, en fait, ils ont trop bien. Bah, c'est- en fait, je voilà. pense qu'aussi, on se rend compte assez vite quand on commence du bienfait que ça a sur nous, parce que je pense que malgré tout, ben, aujourd'hui, les fruits et légumes vendus en Europe, même en bio, ils manquent souvent de nutriments. Et sans parler du goût, mais en plus, t'as un réel bienfait assez rapidement. Je pense que tout le monde sent, même chacun à son échelle, sans être à 100%, sans peu importe. Tu as envie de manger la mangue ou l'avocat ou le truc brut, en fait, parce que tu sens que ça a un effet tout de suite. Après, ça pourrait faire l'objet d'une autre conversation, mais c'est ce qui met généralement d'accord. Si on arrive à dépasser à quel moment il faut le manger et qu'il soit et passer des fois l'appréhension visuelle, parce que c'est vrai qu'elle y est, hein, des fois il y a des gens qui disent ah je te recommande pas ces avocats parce qu'ils sont moches. Et ils sont très bons par contre, mais ils sont très moches. Donc c'est pas possible pour les invités, pour tout ça. Bon voilà. Donc mm, c'est un vrai défi. Voilà. Et ensuite, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que vous êtes voilà, tous les trois assez jeunes, mais vous êtes hyper efficaces parce que il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de défis.
Et donc, est-ce que vous pourriez vous présenter présenter vos spécificités et comment elles se complètent pour fournir autant de travail, autant de services? Euh, Ça aussi, ça a changé. Au tout début, on faisait vraiment tout, tous ensemble. Et à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte que c'est pas facile. Et assez naturellement, on va dire que chacun, on s'est positionné sur un grand pôle qui certainement était lié à la fois à notre expérience passée et nos personnalités. Donc à savoir que Dany, quand on disait qu'on avait tous changé de vie, donc Dany avant était donc ingénieur dans ça fabriquait des composants électroniques et notamment il faisait tout ce qui était manuel d'utilisation. Émilie, de son côté, était architecte. Et donc pas mal en relation avec les gens, hein, que ce soit les clients ou les différents corps de métier sur les chantiers. Et moi, pour ma part, j'étais ingénieur qualité. Et on a donc Dany, au fur et à mesure, qui se focalise beaucoup plus sur le pôle logistique et administratif. Je peux enfin parler si tu veux. J'arrive à me connecter. Émilie, qui, elle, va être beaucoup plus dans le marketing et la relation client. Ouais. Et moi, derrière, ça va être beaucoup plus la facturation et un peu tous nos outils internes, comme on en avait parlé un peu au début. C'est que j'ai pas vraiment eu de formation, mais j'avais une appétence pour tout ce qui est un peu informatique. Et donc, j'essaye d'automatiser des tâches qu'on faisait entièrement manuellement avant. Ouais, et il s'avère Et qu'il a beaucoup progressé depuis le début. et en plus de ça, donc on a une salariée à mi-temps et Hélène, qui elle, qui a le pôle SAV aussi. Mm. Et donc Hélène répartit son mi-temps sur de la logistique et du SAV. Et ensuite, voilà, pour ce qui est le groupe Faustock Communauté et notre association, comme on l'a déjà dit avant, on a des modérateurs bénévoles qui donnent de leur temps pour essayer de nous aider à répondre aux différents messages des membres de la communauté. Qui sont plus cette partie-là, elle est plus parce qu'il y a deux aspects. C'est les fruits, le bon goût des fruits et voilà les bons nutriments, tout ça. Mais il y a aussi une partie très importante qu'on voulait qui est l'échange, le partage, les retrouvailles. Et cette partie-là, ouais, est menée par l'association Fruit Stock Communauté, qui est plus sur l'échange des gens et pas et les rencontres. Voilà. Qui est le deuxième pilier au tout début qui nous aussi nous a, comme on a dit au début, c'est l'aspect de lien et de lien directement entre les gens. On crée du lien et faire rencontrer, que les gens se rencontrent. Moi, j'ai vu que en étant depuis presque 3 ans en Espagne, en France, on est quand même, on s'invite chez soi, on boit les cafés chez soi, etc. Ce qui est totalement différent en Espagne où tout le monde est dehors, ils fêtent leurs anniversaires dehors au restaurant, les cafés sont pleins, etc. C'est beaucoup plus, en tout cas, j'ai l'impression beaucoup plus animé et convivial. Et, euh, et voilà, on sait parfois que ce soit au sein même d'une famille, quand quelqu'un essaie un peu de réformer son alimentation, etc., voilà, on a plusieurs personnes qui se disent je me sens un peu esselé, etc. Et là, de rencontrer des gens qui partagent un peu les mêmes idées, voilà, ça fait grandir, ça fait du bien aux gens. Et moi aussi, au début, je me suis certainement retrouvé là-dedans. Et je pense que Émilie et Dany aussi. C'est vrai qu'on l'a vécu personnellement. Au début, on était un peu isolé aussi. Le fait de travailler pour Freestock, on a vu plus de monde. Et, euh, et en fait, on a vu que c'était bénéfique pour nous et aussi pour la communauté et les gens autour de nous, quoi. Donc,
c'est une réalité, hein. Et maintenant que vous êtes dans le bain Fruitsac, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre quotidien? Bah, je vais répondre là-dessus. En réalité, c'est de tester les produits. On adore ça. Même parfois, on demande à Ruffino des nouveaux produits à tester et voir des produits légèrement transformés. Et donc, on, on adore pouvoir partager ça à toute la communauté, ces produits-là, et notamment les mangues. Même parfois, on a des nouvelles références de mangues. Nous, on est surpris aussi à chaque fois de retrouver des produits qu'on avait perdus il y a 2 ans et qu'on retrouve après. Et c'est génial, quoi. Et puis, le fait de rencontrer aussi les producteurs, on a pu le faire une fois sur place. Euh, Anto, il l'a fait un peu plus que nous. Toi, tu l'as fait un petit peu aussi. C'est assez agréable de pouvoir croiser les producteurs, échanger avec eux, voir la réalité du terrain. Et, euh, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a aussi Cas, pour au ma part, je niveau. pense Ouais, aussi que si on a lâché nos vies d'avant, alors ouais, Émilie, toi, tu étais un peu plus déjà indépendante, ouais, c'est vrai. Mm. mais Ouais, c'était un moment. Dany comme moi, on travaillait pour des grands groupes et, et voilà, ce que ça apporte de tous les jours, voilà, travailler, se donner pour quelque chose qui nous parle et qui fait sens, et en plus quelque chose dont nous, on est les premiers clients, bah ça change la vie complètement, hein. Ça, Puis c'est aussi de l'entrepreneuriat finalement. Je pense que quand même on s'est trouvé à un moment où on était content d'entreprendre ça et on est toujours heureux tous les matins. C'est ce qui nous fait nous réveiller d'entreprendre, mais à notre image et pas sur quelque chose de politiquement correct ou quelque chose. On entreprend pour ce qu'on est vraiment et voilà. D'ailleurs, Je rebondis là-dessus parce que justement, on se met pas de barrière. On veut pas faire comme les autres, justement. On essaye de faire à notre sauce. Et pour jusqu'à maintenant, ça marche pas trop mal et ça permet de bousculer un petit peu des habitudes qu'on même nous, on a déjà eues, moi et Anto, dans le monde de l'entreprise, quoi. On n'est pas obligé de faire comme les autres, quoi. Ouais. C'est une des façons de, voilà, des relations, en fait. Les relations qui sont différentes, qu'on veut différentes et on y arrive. Et alors, on apprend, hein, c'est pas tous les jours facile. Mais, euh, mais même dans la communication quotidienne, etc., on essaye de prendre soin finalement des individualités, autant des nôtres que celles des autres, et pour faire quelque chose un peu différent, mais qui nous parle plus et qui est plus dans la réalité de notre quotidien. Donc c'est pas quelque chose de polissé, illustré, facilement montrable. Enfin, c'est un peu comme un contenu Instagrammable. On est peut-être un peu moins Instagrammable que les autres de ce côté-là parce que c'est différent. Et c'est les voilà, on mélange ça avec nos vies, nos familles, du bazar, des vraies problématiques. Et il y a une réalité qui est pas juste, c'est pas du tout faire de l'argent en fait. Ce qui nous a animés dès le départ, bah, de toute façon au départ on n'en vivait pas, on vivait à côté autrement, on n'en avait pas besoin. Après on s'est rendu compte assez vite, comme le disait Anto tout à l'heure, que si on s'y mettait pas à temps plein, enfin c'était quelque chose qui prenait tout notre temps et que bah ça pour le coup les vies de famille à côté ça aurait été très très compliqué. Donc on a essayé de voilà de rendre ça viable pour pouvoir en vivre, mais c'était pas le leitmotiv principal du tout. Et ça c'est vraiment une grande fierté et c'est super chouette d'y arriver. Et il y a une réalité aussi que j'avais identifiée au début, c'est que, bon, ok, c'est quelque chose de sérieux, c'est une entreprise, c'est l'entrepreneuriat, mais avec un peu de recul, on s'est aperçu finalement, on s'amusait pas mal, en fait, qu'on jouait à une forme de jeu de société grandeur nature et qu'on pouvait jouer avec
différents facteurs, pions pour justement faire ce qu'on voulait, quoi. Ah, malgré, tu as toujours des contraintes système et entrepreneuriales et comptables. Pas forcément tout ça, mais il y a vraiment la notion aussi de s'amuser, de se faire plaisir dans ce projet, quoi. Et bien en plus, surtout, voilà, aucun d'entre nous venait ni du commerce, ni du fruit, ni de rien du tout. Et juste, on a vu que voilà, si t'as quelque chose qui te passionne, que tu as envie et que tu y crois, bah, tu t'apprends à faire de la compta, t'apprends à faire des choses. Mm. Voilà, parce que ça t'anime. Tu restes pas dans ton. Moi, je sais que ce qui m'a tué dans ma vie précédente, c'est que dans le dernier post que j'ai fait, c'est je regardais la montre. Ah, oui, il s'est passé qu'un quart d'heure. Bon, ok, il faut encore rester jusqu'à 17h. Non, Excellent. non, apprendre. C'est pas tous les jours facile, mais enfin, en tout cas, moi, ça me convient mieux de. C'est des fois éreintant, fatigant, ça prend tout notre temps, mais quand tu es dedans, tu fais quelque chose qui te nourrit. Donc, il Je faut pense peut-être qu'aussi bien nourrir un petit peu avant. on a aussi eu la chance de se trouver et et qu'on se complète bien et que ça matche avec chacun un peu ses compétences sur un domaine particulier où ça s'est fait naturellement en fait, hein. On n'a pas décidé, euh, ça s'est imposé à nous de façon fluide. Voilà. Et globalement, tout ça, ça nous permet aussi grâce à ce projet, grâce à cette entreprise, de pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur la suite, sur la suite et se projeter sur notamment des nouveaux projets, comme le festival par exemple, ou le projet qui est qui sort tout juste ce mois-ci là sur le Escapade Freestock, donc une oasis au Maroc. Et toutes ces choses-là, on, on a eu l'élan dès le début de plein d'idées, en fait. Comme quand on ouvre une entreprise, on a envie de faire plein de choses. Et la réalité, c'est on n'a pas le temps de faire tout ça, quoi. Et là, petit à petit, on arrive à mettre en place, à stabiliser des nouveaux projets. Et on en a encore plein dans la tête, quoi. Donc, c'est un peu frustrant, mais on avance quand même, quoi. Et on a plein sous le chapeau qui arrivent. Et maintenant, si ceux qui nous écoutent ont envie de soutenir cette aventure, comment on peut faire La première chose, moi, ce que je dis toujours, c'est que sans vous, sans les gens, Frustock n'existe pas. Il faut des gens qui ont envie de se nourrir avec ces fruits-là, de découvrir. Donc la première chose, c'est tout bête, mais c'est de commander et de commander, enfin, et penser que voilà, derrière, c'est du travail, d'arriver à faire livrer ses fruits et mais on a aussi, enfin, sans vous, il se passe rien, en tout cas, de ce côté-là. Et on a besoin de commandes régulières, pour que ça puisse fonctionner et qu'il y ait un équilibre. Donc le plus souvent, voilà, de se tenir aux heures de clôture de commande, etc. C'est vrai qu'il y a souvent aussi des gens qui arrivent un jour ou deux trop tard. Ils m'appellent, ah, je peux commander ça, mais le camion, il est parti hier. Donc c'est trop tard. Ah, je suis désolée. Il va falloir que tu attendes ou la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc voilà, c'est vrai que la première chose, c'est de commander et de se tenir aux fréquences de commande. Et puis après, ben, je pense on a besoin, comme toute jeune entreprise, de visibilité et tout ce qui peut être partagé, que ce soit en bouche à oreille ou sur les réseaux, quand on fait un post, de le liker, de le repartager, bah, ça nous aide beaucoup. Ou les gens qui parlent autour d'eux, à leurs amis, leurs voisins, enfin, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être dans le dogme du tout cru et du tout végétal pour apprécier les produits fruits stock. Et je pense que le catalogue est très gros. C'est aussi une de nos forces et de nos faiblesses qu'on remet en question régulièrement et même avec nos producteurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est très complet et ça permet à un peu tout le monde de trouver, que ce soit financièrement ou au niveau goût, euh, ce qu'il aime, quoi, et ce qui peut lui être utile.
Donc voilà, c'est bien de partager le plus possible et voilà. Autre chose? Ou on passe aux questions? Allez. Ouais. Voilà, c'est quelques questions, mais j'ai compris que vous seriez content d'en aborder plus souvent et d'être plus souvent visible et d'y répondre directement par vidéo. Mais là, je vais vous poser juste déjà quelques questions. Euh, Est-ce que vos fruits donc viennent des grandes zones de serre conventionnelles? On l'a dit, mais on va le répéter parce que ça fera Ouais, la petite comme on a vidéo. dit au départ, une grande partie de l'offre des produits frais, fruits et légumes, viennent principalement de la Costa tropicale, de la région de Grenade et de Malaga. Une bonne partie va être dans des toutes petites fermes. Donc nous, sur notre catalogue, par exemple, on a des produits certifiés bio, des produits où on appose le cycle CN pour culture naturelle, et c'est justement ces petites fermes-là. Donc nous, on travaille beaucoup sur la confiance. Donc tous les week-ends, on a notre fournisseur au téléphone et on lui demande, voilà, là, il n'y a pas de certification bio, mais elles viennent d'où, etc. Et puis il nous dit, ah, c'est la ferme de Juan, je le connais depuis 25 ans, il n'y a rien dessus, etc. Et ensuite, il y a du conventionnel. Donc la majorité de nos, bah, comme on dit, les best-sellers viennent principalement de cette région-là et pas d'agriculture intensive. Maintenant, comme on a un catalogue de quasiment, on doit tourner à entre 700 et 800 références, notamment voilà, ce qui va être fruits secs, noix de cajou, par exemple, bah, voilà, ça, on sait très bien que ça ne va pas venir d'une petite production de cette région-là. Mais pour tout ce qui est les fruits, vous le verrez de toute façon sur les origines des produits. Et quand vous verrez les calibres variés, etc., on peut facilement voir qu'on est la plupart, la quasi-totalité de nos produits sur des cultures non intensives. J'ai une autre question que moi beaucoup de gens me demandent, c'est vis-à-vis des avocats, parce qu'apparemment il y a un documentaire qui est sorti où on disait les avocats du diable qui consommeraient énormément d'eau. Est-ce que vous pouvez répondre à ça Voilà, c'est aussi? comme quand on est allé tous les deux dans les fermes, hein, dans les fincas. Euh, Je pense que oui, il y a de l'agriculture à des endroits intensifs qui peuvent avoir ces problèmes-là, mais nous, c'est pas du tout dans ce cas-là. On voit des arbres qui font 5 mètres de haut avec un lit de feuilles mortes par terre qui doit faire au moins 30 centimètres. Donc ça reste très humide. Ces grands arbres, ils permettent d'aller chercher vraiment puiser de l'eau très profondément. Et à savoir que dans la plupart de toutes ces petites communes où il y a de l'agriculture aussi, euh, il y a de l'irrigation qui est faite parfois au compte-gouttes, mais ce sont les mairies qui gèrent les débits d'eau pour chacune des fermes. Donc c'est contrôlé par l'État et on est loin de l'agriculture intensive, comme on peut voir par exemple, si vous voyez les champs de pommiers en France, c'est des haies où ils sont tous collés, il y en a un tous les 1 mètre, on les taille beaucoup pour que justement, s'ils s'étendent pas beaucoup, ils vont faire plus de fruits et au bout de, là je vais m'avancer, mais je sais pas, 10 15 ans peut-être, on arrache tout pour tout replanter parce qu'ils donnent pas assez. Et là, on est totalement à l'opposé avec des arbres qui on n'arrive pas à faire le tour du tronc avec les mains. Ouais. Après, la Petite problématique de... détail Ouais. technique, ouais, parce que si, donc j'ai compris ça aussi par rapport aux avocatiers, et dans les cultures intensives d'avocats, le fait de les tailler, donc ça empêche les racines aussi de pousser en profondeur. Ça, donc Ils consomment plus d'eau. l'obligation, évidemment, c'est ouais. Ils consomment beaucoup plus d'eau, mais après, ça reste une problématique qu'il faut qu'il y ait
dont se soucient les producteurs vraiment beaucoup. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même, enfin, ils sont confrontés à ça, ils sont obligés que les arbres se débrouillent tout seuls parce que de toute façon, il y a quand même des moments, des années avec de la sécheresse de plus en plus et avec des vraies questions environnementales. Et en fait, alors c'est un peu facile d'accuser l'avocat sans chercher à comprendre, parce qu'il y a juste une réalité, c'est qu'il pleut moins et que voilà. Donc ça, il faut faire avec. Il faut. Alors là, c'est marrant parce que ce matin, on parlait justement avec eux de ça et ils nous ont dit qu'il y avait des chercheurs là qui étaient en train de faire des expériences pour arriver à arroser les avocatiers avec de l'eau salée sans avoir à la désaliniser. Donc voilà, c'est des problématiques, ça fait partie de nos discussions courantes. Donc évidemment, aujourd'hui, notre culture d'avocat, alors on n'a pas les chiffres là exacts en tête, mais ça consomme, je crois que c'était le ratio 1000 fois moins que ce qu'on peut lire sur de l'agriculture intensive d'avocats ailleurs dans le monde et même sûrement ailleurs en Espagne. Mais aujourd'hui, alors il y a ceux qui poussent tout seuls de façon sauvage où là, ben, il n'y a pas d'eau à part la pluie, ça c'est très clair. Mais il y a quand même des fermes où c'est arrosé au goutte à goutte et un petit peu. Et voilà, ça reste, mais par rapport, c'est pas plus qu'une autre culture. Mais ça reste quelque chose, la gestion de l'eau qui les préoccupe et qui doit tous nous préoccuper, je pense, et sur laquelle il faut bosser, quoi. Et le sol vivant, c'est qu'une première étape, en fait. Sol couvert et sol vivant, pour moi, c'est Moi, j'aime qu'une bien étape. souvent faire le parallèle avec, ça parlera peut-être à des gens, c'est Pascal Pot, là, qu'on voit souvent avec ces tomates qui poussent sans eau. Bah, là-bas, c'est un peu ça, hein, c'est n'importe quel arbre fruitier, si tous les jours on l'arrose, on l'arrose, on l'arrose, il va dire, je vais laisser mes racines en surface, je m'habitue à ça, et le jour où il n'y en a plus, bah, il va pas aller bien. Mais un arbre qui est laissé un peu, disons, débrouille-toi trouve où, bah, on augmente sa résilience. S'il a besoin de moins d'eau, il va se débrouiller tout seul, voire comme les fameuses tomates, au bout de X générations, elles ont quasiment pas besoin d'eau. C'est même pas qu'elles vont la chercher, c'est juste qu'elles s'habituent et elles sont comme ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a une philosophie de culture intensif, sol découvert, etc., versus agroforesterie où, par exemple, sur certaines fermes, ils alternent une haie de fruitiers, du maraîchage, fruitier, maraîchage, etc. Cultiver la biodiversité et garder les sols couverts, surtout pour que dès que de l'eau tombe, l'humidité reste le plus longtemps possible. Elle ne s'évapore pas, ouais. Et je peux ajouter une chose aussi parce que moi je L'avocat, produis un petit peu ouais. j'ai un jardin, j'ai une petite, je produis quelques fruits et j'ai remarqué que ceux que j'arrose pas sont vraiment les plus concentrés. Donc Mm. même les tomates, une à moins, c'est plus petit, mais au C'est niveau tout de la petit. saveur, Mm. c'est décuplé. Mm, Non, c'est mm, pour ça qu'on voit hein, enfin, les tomates, les fameuses de supermarché, etc. Hein, c'est beaucoup traité, c'est beaucoup arrosé, ça pousse très vite, mais c'est gorgé d'eau et c'est fade. Mm. Donc un fruit qui justement est beaucoup moins gorgé, plus concentré, c'est aussi souvent un bon indicateur que, il n'y a pas de pesticides et que c'est pas une agriculture intensive où on fait couler les robinets à fond. Hein. Et je vais continuer avec encore une question. Mhm. Parce que vous avez quand même des fruits tropicaux et souvent bah, les gens se demandent mais est-ce que vraiment on peut faire pousser des fruits tropicaux, des mangues, des papayes, des je sais pas des chirimoyas, les fruits de la passion et tout ça en Espagne? Est-ce que c'est une culture naturelle de saison? Bah là, je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début quand on parlait de la mer de Bache, Almeria, etc. Vraiment, là où c'est situé, la Costa tropicale, donc qui est nichée juste en dessous de la Sierra Nevada, en fait, il y a vraiment un climat particulier. Bon, son nom, Costa tropicale, déjà, ça donne une indication. Mais c'est seulement, je crois, maximum entre 50 et 80 kilomètres de côte. Juste après, c'est la Costa del Sol qui est à Malaga. Et juste avant, je crois que c'est quelque chose. Je me rappelle plus le nom de celle d'avant.
Mais vraiment, bah, moi, ça fait 3 hivers que je passe là-bas et les températures, en fait, la particularité déjà, c'est que la variation de température entre la nuit et le jour, elle est généralement pas plus grande que 6 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 26 la journée, il fait 20 la nuit. Voilà, on va voir, hein. Alors, ça C'est peut la grosse différence, en fait. C'est la parce que ici, en France, on sait qu'autour du bassin méditerranéen, enfin, pas qu'en France, mais autour du bassin méditerranéen, on arrive déjà à avoir, voilà, il y a des productions de papaye, d'avocats. Alors, moi, je suis dans le sud et je connais ça. Mais la grosse différence, c'est que, ben, on a quand même, nous, un hiver, avec ces gros écarts de température, le jour et la nuit, et ce qui est pas le cas là-bas. être. Et voilà. Et il fait quand même globalement un peu plus chaud toute l'année. Et c'est aussi ça qui est paradoxal, c'est qu'à l'inverse, il fait pas méga chaud en été, parce qu'il y a toujours ce microclimat qui s'autorégule, euh, et qui permet Donc là, ce que j'essaie de vous montrer, d'égal- c'est qu'actuellement, là-bas, il fait 18 degrés, maximum 19, minimum 14. Donc déjà, entre le jour et la nuit, il n'y a pas beaucoup de delta de température. Et entre l'hiver et l'été, moi, je sais que venant d'Avignon, canicule 38-40, on entend souvent Grenade qui atteint 50. Mais là-bas, en fait, la Sierra Nevada fait une anse, un microclimat. Et le plus que j'ai eu, moi, là-bas, c'était 32. Et le plus bas que j'ai vu en hiver en février, c'était février il y a 2 ans, c'était 9 degrés. Et donc la particularité de beaucoup de fruits tropicaux, c'est qu'ils ils supportent pas les grands deltas de température. Et donc c'est pour ça que l'avocat, la mangue s'y plaît vraiment. Le seul fruit qui est encore plus, où il lui faut encore moins d'écart de température entre le jour et la nuit, c'est la papaye. Et donc, c'est pour ça que des fois, sur certaines cultures de papaye, par exemple, quand ça va être une certaine saison, elle va être en plein air. Et d'autres, ce qu'on voit des fois, c'est pas des bâches, c'est des filets avec du trou qui doivent être comme ça. Et en fait, le filet va permettre que si vous avez 16 degrés la journée et 12 la nuit, bah, grâce au filet, ça va réduire ce delta à seulement 2-3 degrés. Et donc c'est pour ça que parfois il y a des filets qui ne sont pas des bâches fermées pour la culture de certaines papayes. Mais sinon, tout le reste du temps, voilà, moi j'ai rencontré pas mal d'expatriés là-bas, et notamment un couple d'Anglais qui a vécu une vingtaine d'années en Asie, avec Thaïlande, Bali, etc. Et ils disaient que voilà, là, ça faisait 5 ans qu'ils étaient là-bas. Et ils ont dit c'est la meilleure option pour eux parce qu'ils se retrouvent avec le climat quasiment, enfin, super proche de ce qu'ils appréciaient en Asie. Et en même temps, pour rentrer voir la famille l'été, en 3 heures d'avion, ils étaient en Angleterre. Donc c'est vraiment voilà, un microclimat particulier sur une toute petite région de l'Espagne, hein, parce que bah, je crois que 80 km de côte, c'est pas énorme. L'Espagne, c'est, je crois, en superficie égale ou plus grande que la France. Donc voilà ce qui fait la richesse du terroir de la costa tropicale et pourquoi c'est à cet endroit-là qu'on peut Les fruits faire tropicaux des se fruits plaisent. tropicaux d'exception qui viennent pas Mm. du bout du monde par bateau et qui sont Mm. cueillis à maturité. C'est ça qui change la donne. Mm. Mm. Merci beaucoup à tous les trois, déjà pour votre Merci à toi, immense Virgile. travail et pour vous découvrir aujourd'hui. C'était le grand bain. Merci Peut-être à qu'on toi. montrera un peu plus nos bouilles à l'avenir. Voilà. Avec plaisir. J'espère qu'on n'était pas trop, qu'on a réussi à se dérider un peu et à vaincre notre Vous êtes timidité. touchant. Avec une meilleure connexion, si c'est Encore. mieux. Oui, la prochaine fois, pas en Ouais. extérieur. Ah non, mais j'avais du tout là. Ouais, je fais tout chez moi avec la fibre. Bah, merci beaucoup à toi, Virgile, parce que en tout cas,
Virgile, moi j'ai un contact particulier avec toi et depuis le début et c'est trop voilà c'est ce pourquoi pile poil je fais ça, c'est que c'est super agréable et c'est il y a des retours réels quoi et où on touche du doigt avec un vrai échange et merci et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça ne serait pas possible sans vous. Bien joué. Merci. Et sans mes clients aussi, parce que voilà, on est pareil, on est dans un mouvement vertueux, je trouve, d'amener de la qualité, du lien. Mm. Mm. C'est ça. Donc si vous croisez Virgile sur les marchés, allez-y. Il a des produits Frustock quelque part. C'est ça. Mais Et en plus, n'hésitez il fait goûter, quoi. Ouais. Ouais. Bon, ben alors on arrête là pour ce premier rendez-vous et on en aura d'autres Très bien. Génial. d'autres moments de partage. Merci. À Salut, plus. merci, à bientôt. Merci Ciao. Virgile. Ciao.